membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 26 janvier 2023 leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dans la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin ainsi que la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. À Médédro, dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou, le calme est revenu entre les manutentionnaires exerçant dans le marché et leurs responsables. La médiation a été menée par le chef du 8e arrondissement avec l'implication des élus locaux. Et puis les réalités économiques du moment constituent une menace pour le secteur d'activité de la soudure. L'une des raisons évoquées est la cherté des matériaux qui est due aux taxes. Nous en parlerons dans ce journal. À l'instar de plusieurs médias intellectuels panafricains et même d'autres non-africains qui soutiennent notre lutte, qui ont été bannis des réseaux sociaux, nous nous sommes vus obligés de créer de nouvelles pages, tout en vous rassurant que nous continuerons la lutte pour l'émancipation du Bénin et de l'Afrique. Le devoir de vérité et la priorité au direct resteront toujours notre combat. Nous vous prions de vous réabonner et de suivre nos nouvelles pages sur YouTube, Facebook, Instagram, Odyssée et sur notre site internet au www.golfgroup.com. L'Afrique des libertés et du développement résistera et gagnera. Dernier numéro de votre magazine d'information matinale, First Edition, pour le compte de cette semaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale et internationale. Installez-vous confortablement car nous avons près d'une heure d'horloge à passer ensemble. L'actualité nationale, l'interactualité, la une des journaux, le direct vidéo de notre envoyé spécial du jour. C'est tout de suite et maintenant. Mais avant, un extrait de test à laisser à votre méditation. L'acheminement vers un État fédéral devient une urgence continentale pour l'Afrique car un tel ensemble géopolitique serait à même de sécuriser, de structurer et d'optimiser le développement du continent africain. Il faut faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Seul un État fédéral continental ou subcontinental offre un espace politique et économique en sécurité suffisamment stabilisé pour qu'une formule rationnelle de développement économique de nos pays aux potentialités diverses puisse être mise en œuvre. Et c'est avec cet extrait de test que je laisse à votre méditation que s'ouvre véritablement ce journal. Le développement de cette édition à présent avec une information en bref. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici un mois. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour mener des consultations sur l'état et les perspectives de notre coopération bilatérale, a expliqué à l'AFP le Quai d'Orsay. Interrogé sur le rappel provisoire ou définitif de Luc Alad, la porte-parole du quai Anne-Claire Legendre a souligné que Paris était convenu avec les autorités burkinabées de traiter de ce sujet en bonne entente et dans les formes diplomatiques qui sont habituelles. Pour l'heure, le ministère profite de sa présence à Paris pour prendre le pouls de la situation actuelle et des perspectives de la relation bilatérale, a-t-elle également ajouté lors d'un point de presse. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 26 janvier 2023 leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dont la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin ainsi que la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Suivez ici un extrait du compte-rendu fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier 2023, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises.
au chapitre des mesures normatives. Réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin. Au terme de la loi portant code foncier et domanial, il a été établi le long des frontières du Bénin avec ses pays limitrophes une portion de terre contiguë à la ligne frontière appelée zone frontalière et subdivisée en 2 bandes successives. La première, la bande de haute sécurité, couvre une largeur de 200 mètres et la seconde, d'une largeur de 2000 mètres, est dite bande de sécurité frontalière. Toute cette zone frontalière est déclarée d'utilité publique. La même loi prévoit toutefois que les dimensions de ces 2 bandes peuvent être réduites compte tenu des spécificités de certains espaces frontaliers. Le cas échéant, les nouvelles dimensions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur avec l'appui de l'agence en charge des frontières. Si la bande de haute sécurité est interdite d'occupation, celle de sécurité frontalière ne l'est pas tant que les conditions légales sont respectées. Mais la réalité sur le terrain, dans les 36 communes frontalières, renseigne que ces prescriptions ne sont pas souvent observées. Aussi, au regard des données objectives liées à la forte concentration humaine, à l'existence de sépultures dans des maisons, de lieux sacrés, au risque de disparition des villages, quartiers de villes entiers, ou encore à l'existence des activités économiques bien établies, le Conseil a-t-il décidé de procéder à la réduction des largeurs des dites bandes en tenant compte des spécificités des communes frontalières. En point 2, création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA. Dans le but de consolider les performances de notre agriculture depuis 2016, pour en faire un important levier de la transformation structurelle de l'économie, il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 environ 1016 milliards de francs CFA d'investissement pour des aménagements agricoles structurants. L'objectif visé étant l'amélioration de la production, de la productivité, de la résilience ainsi que l'attractivité du secteur. C'est pourquoi il a été décidé de poser de nouveaux fondements d'un développement efficace et durable dans la gestion des plantations et grandes cultures à travers la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Celle-ci aura une vocation à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l'État comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, aux côtés d'un partenaire technique privé de grande réputation détenant 30% du capital. En termes d'activité, la société va conduire, pour le compte de l'État ou de ses collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales de droit public ou privé, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la direction d'opération ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des aménagements d'infrastructures agricoles et hydro-agricoles. Elle assurera en outre la valorisation des terres cultivables, la promotion des cultures de grande envergure et la sécurisation d'investissements agro-industriels. En point 3, prise de participation de l'État au capital social de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Les transformations en cours dans le domaine agricole ont induit, ces dernières années, une amélioration notable de la production concernant plusieurs filières. S'agissant spécifiquement du riz, la production est passée de 204 000 tonnes de paddy, soit le riz non décortiqué, en 2015, à 519 667 000 tonnes en 2021, soit un accroissement de 155% et une hausse des rendements de l'ordre de 32%, passant de 3,1 à 4,1 tonnes par hectare sur la même période. Ces performances ont généré un regain d'intérêt des industriels, illustré notamment par la reprise des unités de transformation de Malanville et Glazoué, dotées d'une capacité installée de 430 000 tonnes de paddy par an, ainsi qu'une amélioration des capacités des unités artisanales estimées à plus de 100 000 tonnes. Mais, dans un contexte où l'ambition du gouvernement est d'atteindre 1 million de tonnes à l'horizon 2025, il se trouve que
la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée et durable au profit des transformateurs constitue un défi car, actuellement, une proportion de 65% de la production de riz paddy est exportée de façon informelle vers les pays limitrophes. Pour mettre en place un tel dispositif, d'importants moyens financiers et une ingénierie sont nécessaires que l'État, à lui seul, ne saurait mobiliser sans pénaliser d'autres secteurs non moins importants. Dans la perspective d'une transformation plus accrue du riz produit localement, il s'avère important de promouvoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées au profit des industriels à travers un mécanisme transparent et équitable de collecte et de distribution du riz paddy. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la participation de l'État aux côtés d'un partenaire privé de référence à hauteur de 30% au capital de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Celle-ci aura pour principales activités la cartographie et le géoréférencement des producteurs, le conseil agricole au profit des producteurs en termes de formation aux meilleures pratiques agricoles, mise en place d'outils digitaux de support, amélioration de la connaissance des prix par les producteurs, digitalisation des paiements, etc. Le gouvernement a aussi donné son approbation quant à la participation de l'État au capital social de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles, sans oublier l'autorisation de la mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Wilfried Léandre Roubedji. La facilitation de l'accès aux matériels et équipements agricoles, la collecte et l'agrégation de productions agricoles, principalement le riz paddy. Toute opération de manutention, stockage, entreposage, développement d'infrastructures facilitant les achats de commodités agricoles et proche des centres de production, facilitation de l'agrégation et du traitement logistique des commodités agricoles, etc. La facilitation de l'approvisionnement des unités locales de transformation agricole en matières premières, l'exportation du surplus de production non transformée localement. En définitive, avec la création de cette société, il est à noter de nombreux avantages aussi bien pour les producteurs, les industriels que l'État. S'agissant des producteurs, les impacts concernent l'amélioration de la productivité, la garantie d'un prix de vente convenable et stable, l'amélioration des revenus des producteurs et une meilleure visibilité sur les conditions d'achat, l'accès aux opportunités de financement et aux services publics tels que la couverture sociale, les services de proximité, les formations, etc. En ce qui concerne les industriels, les bénéfices attendus incluent la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières de qualité, le développement des activités d'agro-transformation générant une plus grande valeur ajoutée. Pour l'État, les retombées se traduisent par l'amélioration de la balance commerciale grâce à une meilleure valorisation des exportations et une substitution à certaines importations, la maîtrise de la traçabilité des flux, le renforcement de la sécurité alimentaire et la création d'emplois, aussi bien le long des chaînes de valeurs agricoles que dans les services de logistique. En point 4, mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, DCE. La DCE, rattachée au Conseil national de l'éducation, a pour mission de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs des obligations professionnelles et de la déontologie dans les écoles supérieures et universités publiques, de même que dans les établissements privés d'enseignement supérieur et au niveau de la recherche scientifique. À ce titre, elle assure le contrôle des enseignements et l'évaluation des enseignants du supérieur, veille à la mise en œuvre et à la qualité des enseignements, y compris ceux en ligne, puis en assure le suivi et l'évaluation. Instruit les dossiers de manquement présumés à la discipline, aux règles d'éthique et de déontologie professionnelle,
aussi bien dans les universités et écoles supérieures publiques que privées. Propose les mesures conservatoires ou les sanctions à l'effet de faire cesser ou punir tout manquement irrélatif. Aussi, le Conseil a-t-il adopté le décret fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Enfin, a été également pris, au titre des mesures normatives, le décret portant conditions de mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de produits ciblés importés ou manufacturés localement. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de signature de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice CIJ relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger. Pour rappel, c'est le 12 juillet 2005 que la CIJ a rendu son arrêt relatif à ce différend, au terme duquel le Bénin étend sa souveraineté sur les 9 îles situées entre la frontière désormais définie et la rive sud du fleuve Niger, soit 1100 km² au nord-ouest. Les travaux conjoints de démarcation de la frontière ont démarré en août 2008 entre les experts des deux pays et se sont poursuivis jusqu'en 2022 avec la finalisation d'un avant-projet d'instrument juridique consacrant la mise en œuvre effective de l'arrêt de la CIJ. Le Conseil a approuvé le test du projet d'accord qui sera transmis à l'Assemblée nationale en vue de l'autorisation de sa ratification. À cet effet, les ministres concernés sont instruits d'organiser une séance d'information préalable des députés pour une bonne appropriation du dossier. De même, en concertation avec les autorités nigériennes, des dispositions nécessaires à la viabilisation et à la sécurisation des localités situées le long de la frontière seront prises. En conséquence, pour marquer la présence de l'État sur les îles rétrocédées au Bénin, ainsi que dans les localités environnantes, il y sera procédé à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité. En point 2, liquidation des arriérés de salaire du personnel recruté par l'ex-agence béninoise pour la réconciliation et le développement. Une dizaine d'agents recrutés par la dite agence sont concernés. Ils auraient dû être régis par une convention collective, laquelle n'a finalement jamais été mise en place. De fait, leur situation administrative n'a pu être régularisée et ils ont dû, pendant tout ce temps, se contenter d'avances sur salaire et de primes. Après les différentes évaluations réalisées par les services compétents, le Conseil a autorisé le paiement de leurs arriérés de salaire ainsi que des droits liés à la rupture des contrats. Il faut signaler que plusieurs autres décisions ont été également prises ainsi que des nominations prononcées à la présidence de la République et dans 3 autres ministères. Vous suivrez dans nos prochaines éditions l'extrait du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Nous passons à un autre élément à présent, visite d'entreprises et de sites de biodigesteurs pour les membres du conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette sortie fait suite au 2e conseil des ministres de l'Alliance qui se tient ce vendredi à Cotonou. Compte rendu de la visite avec Spero Aoussinou et Paul Sagbadjou. L'objectif de la visite est de mettre en lumière les réalisations du Bénin dans le domaine des biodigesteurs et d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Plusieurs sites et installations étaient parcourus par les membres du conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, en compagnie des responsables d'associations et d'organisations de la société civile. Il y a une alliance pour le biodigesteur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a été créée en 2018 par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, ça fait 8 pays qui composent l'Alliance et donc ils sont ici au Bénin pour la 2e session du Conseil des ministres. Voilà. Quand vous arrivez dans un pays comme le Bénin où la promotion du biodigesteur domestique a démarré depuis 2018, il est bon d'aller voir un peu ce qui se passe, l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des biodigesteurs sur le terrain, comment ça fonctionne? Je crois que c'est un peu ça qu'on est en train de voir.
actuellement sur le terrain. Avec le groupement de femmes Aïminazé de Dodi Bata dans la commune de Zé, les visiteurs ont eu droit à un exposé sur l'usage du biogaz pour torréfier le gari que rappelle la responsable. Nous transformons nos produits agricoles tels que le manioc en gari et ses dérivés, les noix de palme en huile rouge. Et on prend les déchets de nos produits pour fabriquer du gaz. Ce qui a changé, et on n'utilise plus des bois comme avant. Et en plus cela, les fumées qui nous dérangeaient, et ça nous rendait malades là. Bon, on ne voit plus ça là aujourd'hui. Vous voyez qu'ici maintenant, il n'y a pas de fumée. Donc c'est ça, c'est ce qui a changé. Spécialisé dans les énergies renouvelables, Biogaz Bénin est l'un des constructeurs des biodigesteurs en fonction des types de sol, rassure son directeur général. On a un partenariat beaucoup plus avec des universités pour former des jeunes pour prendre le relais sur l'utilisation ou bien l'installation de tout ce qui est équipement et accessoires pour une meilleure consommation du biogaz. Nous avons par la suite aussi des unités qui sont un peu partout sur le territoire où on conçoit des équipements. Par exemple, quand on prend un centre de traitement des déchets, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériel de tri, matériel de valorisation du gaz, ainsi de suite. Et pour finir, nous intervenons aussi sur l'engrais organique. Parce qu'après avoir extrait le biogaz, on peut avoir de l'engrais. Et cet engrais, soit ça peut être utilisé comme fertilisant, soit ça peut être utilisé comme aliment dans la nutrition des animaux, soit ça peut aussi être utilisé dans des processus de production de certains compléments alimentaires humains même, s'il le faut. Donc voilà, au niveau du biogaz Bénin, ce que nous faisons. D'autres aspects beaucoup plus techniques seront évoqués tout au long du deuxième Conseil des ministres de l'Alliance qui s'ouvre ce vendredi. À Médédjro, dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou, le calme est revenu entre les manutentionnaires exerçant dans le marché et leurs responsables. La médiation a été menée par le chef du 8e arrondissement avec l'implication des élus locaux. Une équipe de Gulf TV Africa a effectué une descente dans le dit marché pour le reportage que voici. C'est une situation conjuguée désormais au passé qui a plombé pendant plusieurs mois l'atmosphère au marché local de Médédjro dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou. Élus locaux et communaux, chefs d'arrondissement et maires, ainsi que l'autorité préfectorale ont œuvré pour apaiser les esprits. Ceux qui ont amené leurs marchandises veulent se mettre à la première place. C'est parce que c'est mon argent, c'est moi qui va chercher celui qui va faire le travail pour moi. Ils se disent même, sans nous, vous ne pouvez pas manger. Alors que plusieurs fois on leur a dit de ne pas. Il y a des gens qui restent à la maison ou bien qui restent sans travailler, qui se disent des patrons, c'est à eux qu'on remet l'argent de ceux qui ont travaillé. Et c'est à lui maintenant de se décider combien il veut donner à ceux qui ont fait le travail. Plusieurs fois, le représentant du préfet est arrivé, on leur a dit non, remettez les sous, si c'est 10 comporteurs qui ont pris les bagages, remettez-les les sous. Sur le terrain, ils ne veulent pas le faire parce que quand les autres disent ça, ils veulent les effacer. Et ils ont peur de perdre leur job. Donc ils sont obligés de collaborer parfois avec eux. Mais ils ne peuvent pas émerger. Ils ne peuvent pas sortir leur tête pour dire nous sommes les victimes, ils ne veulent pas. Quand on leur dit venez, ils s'éclipsent. Donc pour pouvoir conserver le job. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui vont dire autre chose au Sécu et ils vont voir le CA pour lui dire. La dernière fois, ils ont été au moins une demi-douzaine voir le Sécu pour lui dire que les gens continuent pas à nous gruger. Il leur a dit, allez voir mon patron pour lui expliquer ça. Le patron vient lui-même au marché là pour voir ceux qui sont venus lui parler, ils se sont volatilisés. Et ce qu'on a vu sur le terrain dit non, nous sommes d'accord, nous travaillons bien, on n'a pas de problème. Alors que ceux qui sont venus parler ont disparu. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Ça va être un peu difficile, mais on va mettre de mou
pour pouvoir régler ces problèmes. Au-delà de ces difficultés résolues par les autorités, la mévente règne en maître avec à la clé les marchandises qui pourrissent, regrette ce vendeur. C'est toujours la mévente. On achète les marchandises de Malanville pour Cotonou. Des fois on vient, on vend, des fois ça marche, des fois même le prix d'achat qu'on achète, on n'arrive pas à retrouver. Le déchargement, c'est entre le convoi et les ouvriers, disons les déchargeurs. Bon, effectivement, il y a toujours de petits bousculages au niveau du terrain. Ce problème, c'est dû souvent quand les gens viennent pour décharger. Si on leur dit de faire ci, de faire ça, ils refusent, ils n'arrivent pas à le faire. Et des fois, ils nous imposent qu'ils sont là pour ce truc-là. Donc, ils ne peuvent pas accepter certaines choses-là. Des fois, ça bloque parce qu'on leur dit de faire le travail. Des fois, le nombre qu'ils vont placer pour faire le déchargement, là, ils n'arrivent pas à placer ce nombre-là. Et le déchargement, là, ça traîne. Des fois, quand on fait le déchargement même, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout normal. La situation a été résolue, rassure le chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou. D'autres mesures subséquentes ont été prises avec le soutien de l'autorité municipale pour soulager les peines des usagers de ce marché secondaire. Les manutentionnaires qui sont grugés par certaines personnes de la place. Maintenant, nous avons mis chaque acteur à sa place pour que la paix revienne. Alors, notre descente aussi nous a permis de faire l'état des lieux du marché et les alentours du marché. Parce que bientôt, d'ici 2 mois maintenant, les pluies vont commencer. Les pluies vont commencer à s'abattre sur la ville de Cotonou. Et nous savons ce que ça vaut, raison pour laquelle nous avons pris certaines dispositions pour remonter l'information au niveau du maire qui ne tarde, ce vaillant maire, qui ne tarde même pas sur les petits soucis de la ville de Cotonou. Donc il va s'agir maintenant de faire l'ouverture des tranchées pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Deuxièmement, le reprofilage de certaines voies pour l'écoulement des eaux aussi. Les petits soucis, les petits bobos du marché, nous avons essayé de prendre note et j'ai invité certains acteurs pour mettre fin aux problèmes récurrents du marché. C'est un marché secondaire qui regorge beaucoup de vendeuses et vendeurs d'oignons, de poissons et de piments. La plupart de ceux-là viennent de Malanville, du Niger. De temps en temps aussi, les gens viennent s'approvisionner ici pour l'achat des sacs d'oignons, un sac d'oignons et de piments. Donc c'est un marché, un petit marché, mais qui s'anime très fort et tous les jours. Donc ça dessert toutes les populations du 8e arrondissement et en général de la ville de Cotonou. Une extension de près de 2 hectares a été faite. Suivra le décapage pour l'installation des autres vendeurs et revendeurs, a indiqué une autre source. Non. À présent, la une de la presse, nous allons parcourir les journaux parus ce vendredi 27 janvier 2023 et parvenus, bien évidemment, à notre rédaction. Nous démarrons l'exercice de ce matin par le journal Diakpata. C'est Diakpata qui ouvre donc les hostilités dans la rubrique consacrée à la une de la presse de ce vendredi. Diakpata, déjà affiché sur votre écran, comme vous le constatez. Contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, les plaignants déboutés, les députés proclamés élus, toujours dans les rangs. Les partis, les démocrates et bloc républicain, toujours à 28 députés chacun pour la 9e législature, nous informe le journal Diakpata de ce vendredi. Et puis, Assemblée nationale, la 8e législature, c'est désormais fini, s'exclame le même journal. Diakpata qui part donc pour laisser place cette fois-ci au journal Le Télégramme. Cour constitutionnelle, les recours introduits contre certains candidats déclarés élus sont rejetés.
Agence judiciaire du Trésor, plus de 8 milliards d'amendes pénales et frais de justice non recouvrés. Échange de vœux à l'Assemblée nationale, le PVP Robert Bihan salue le leadership éclairé du président Louis Vlavonu. Législative du 8 janvier 2023 toujours, la Sénat annonce le paiement des agents électoraux. Et puis suite à la décision de la HCJ, le différend frontalier Bénin-Niger définitivement réglé, nous informe le journal Le Télégramme. La boussole s'installe à présent. Le journal La Boussole de ce vendredi 27 janvier 2023. La Boussole. Contentieux relatif aux résultats des législatives de 2023. Sans surprise, la Cour rejette tous les recours, écrit le journal rouge sur blanc sur sa manchette. Entrée sur scène du parti Les Démocrates vers le rééquilibrage des pouvoirs politiques. Et puis passeport ordinaire biométrique, une opération spéciale d'enrôlement au profit des Béninois résidant en France. Le journal Le Matin à présent. Le matin de ce vendredi, voilà le journal affiché sur votre écran. Échange de vœux du Nouvel An à l'Assemblée nationale, ce que le PVP Robert Bihan a dit de la 8e législature. Troisième session ordinaire du conseil d'administration de l'ABAOC, promouvoir la technologie du biodigesteur en Afrique. Amende pénale, frais de justice non encaissés et autres, des heures chaudes en perspective pour les débiteurs de l'État. Environnement des affaires. Patrice Talon promulgue la loi sur le crédit bail en République du Bénin, nous informe également le journal Le Matin. Le Matin qui part donc pour se déplacer au journal Le Matinal cette fois-ci. Examen des recours des législatives à la Cour constitutionnelle, les requérants en passent d'être déboutés, écrit en manchette Le Matinal. Participation des partis de l'opposition aux élections législatives, le Bénin inspire le Togo. Et puis délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, le bras opérationnel du CNE pour mettre de l'ordre. Nous passons cette fois-ci au journal Nord-Sud. Le journal Nord-Sud de ce vendredi 27 janvier 2023. Contentieux électoraux, sauf miracle, rejet en vue des recours. Affaire Tiens DSCOM, ce n'est pas fini. Nouvelle comparution le 30 janvier 2023, nous informe également le journal Nord-Sud de ce vendredi. Et puis, conseil de l'entente, le secrétaire exécutif échange avec Patrice Talon. Ce sera l'essentiel donc du journal Nord-Sud. Nous passons au journal Matin Libre. Présidence de l'Assemblée nationale, le personnel pour la reconduction de Louis Vlavonu. Ce sera donc l'essentiel de la une de la presse de ce vendredi 27 janvier 2023. Nous poursuivons cette édition d'information. À quoi se mesurent les difficultés des entrepreneurs agricoles, notamment les maraîchers? Ce métier se porte-t-il plus ou moins bien? La réponse à ces interrogations dans ce reportage à travers lequel nous découvrons ce qui se fait sur le site du jeune agriculteur Marc Nago. Suivez. Nous sommes ici à Fidjrosset, dans le 12e arrondissement de Cotonou, sur le site de maraîchage d'un jeune ingénieur agronome du nom de Marc Nago. Ici, bien que la terre ne soit pas fertile et joustant la mer,
Ces jeunes ont créé toutes les conditions pour l'exploiter et y cultiver des légumes. Bon, généralement, nous faisons la laitue, la carotte, l'amarante, le tiayo, le vernonia, le gboman, le poivron, etc. Nous faisons un peu de tout. Et pourtant, à l'instar de beaucoup d'autres maraîchers, Marc Nago s'efforce d'avancer malgré une batterie de problèmes qui freinent ou parfois ruinent son élan. C'est le problème foncier qui est le problème primordial. Parce que là où je suis ici, ce n'est pas mon propre domaine, c'est un domaine privé. Donc je suis en location ici. Et secondo, c'est le problème de la main-d'œuvre peut-être. Et ce sur quoi le problème se repose, c'est l'écoulement de nos produits. Le marché pose tellement de problèmes. Si bien qu'à des moments donnés, bon, tu peux te lever un jour et tu n'auras pas du tout la motivation de continuer le travail, compte tenu de la mévente répétée. Bon, ça tourne. Tantôt, ça marche bien, ça sort bien. Quand ça va bien, tu auras envie de multiplier par 10, par 20 ta superficie. Mais quand ça ne marche pas, on a la démotivation totale. L'autre problème, non moins négligeable, auquel ce secteur est confronté est la surproduction. Va-t-il poursuivre? Pour sa part, Marc Nago trouve que le gouvernement peut valoriser ce secteur et aider les maraîchers à contribuer à l'équilibre d'une nation. Si le gouvernement peut nous aider en quelque chose, c'est de nous trouver des marchés extérieurs. Parce que généralement, notre consommation se base sur la consommation locale. Et tout ce que nous produisons ici, ça reste dans le pays. C'est consommé dans les pays. Et quand c'est comme ça, il y a des moments donnés une surproduction. Et quand il y a surproduction, il y a des produits qui ne sont pas allés forcément au marché. Donc, il faut les jeter. Et comme ça, c'est une perte pour nous parce que ce qui est jeté, ça a un coût aussi. Donc, si le gouvernement peut nous aider à tracer une voie pour convoyer nos produits à l'extérieur, ce serait très bien. À titre d'exemple, je vais vous dire que chaque fois quand le Nigeria, tout près, commence par prendre nos produits, le terrain est vidé d'un seul coup. En quelques 2-3 jours, le terrain est vidé si bien que les quelques-uns qui restent, ils vendent leurs produits à un bon prix et on a une satisfaction totale. Mais quand eux aussi, bon, peut-être que la voie est bloquée ou bien eux aussi, ils ont les produits là-bas, ils ne viennent pas ici. C'est en ce moment, la production, ça s'assied sur les pays et puis on assiste à des déboires. Donc, on souhaiterait qu'on ait un marché extérieur pour pouvoir alléger un peu la grande production qui s'observe à des moments donnés. Parce que à des moments donnés, il y a une surproduction. On n'arrive pas à consommer entièrement ce que nous produisons. Donc, il faut forcément qu'on trouve des voies pour amener l'excédent à l'extérieur pour qu'on puisse avoir un équilibre d'écoulement de nos produits. Bon, on ne peut pas dire que les Béninois ne consomment pas. Bon, d'abord, nos produits, nos légumes ne sont pas dans nos habitudes alimentaires. Et je ne condamne qui que ce soit parce qu'il ne consomme pas. La belle preuve, moi-même qui suis producteur, je ne sais pas combien de fois je consomme ça par semaine ou par mois pour condamner qui que ce soit. Donc c'est parce que nous n'avons pas en habitude de consommer ces légumes-là. Donc il y en a qui consomment, surtout les restaurants, les bars. Les gens consomment, ils font un grand effort. Vraiment, on ne peut que louer l'effort de consommation de ces produits. Mais c'est que le problème, là où le problème réside, c'est qu'il y a une surproduction. Ce que nous produisons, ça dépasse
ce que les gens consomment au Bénin, ici à l'interne du pays. Donc, et quand c'est comme ça, il faut forcément trouver une voie pour faire sortir l'excédent pour que nous ayons un équilibre d'écoulement. L'entrepreneuriat agricole mérite une politique plus vaste et plus inclusive pour la conjugaison des forces autour de la construction d'une perspective de développement. Les réalités économiques du moment constituent une menace pour le secteur d'activité de la soudure. L'une des raisons évoquées est la cherté des matériaux qui est due aux taxes. Face à ceci, trouver et maintenir les clients reste une équation à 1000 inconnus pour les soudeurs de nos jours. Nous en parlons dans cet élément. Solitude, désespoir, déficit, voilà les poids qui pèsent en ce moment sur Dominique Yawénou, maître soudeur à Kassato, commune d'Abomey-Calavi. Et pourtant, son métier si essentiel qu'est celui de souder, assembler ou fisser des éléments métalliques était si convoité au regard de ses multiples avantages, aussi bien pour les acteurs eux-mêmes que pour les clients. C'est cette sensibilité qui appelle d'ailleurs à répondre à certaines conditions avant d'accéder à l'apprentissage de ce métier. Nous exigeons, principalement je dis moi, aucun de mes enfants ne porte jamais d'imacron, pour ne pas dire sandelette quoi. Ils doivent porter fermé, jean ou blouson. Donc l'essentiel, moi, oui, pour le danger qui suit. Vous comprenez? Bon, après ça, moi, chaque fois que l'enfant doit venir dans mon service, il doit avoir son maître, une lunette, automatiquement. Et presque tous mes enfants, dommage que mes enfants ne sont pas ici. Sinon, ils doivent porter lunette forcée. Parce que sans la lunette, quand ils voient même l'étincelle de la soudure, leur fait mal. Ils disent que c'est les grands-mamans qui sont sorciers qui les attaquent. C'est faux. Vous comprenez ça? Donc après ça, chez moi, quand l'enfant vient, moi je prends 280 000 pour le contrat. Après le contrat, la personne va faire exercice de goût là. Ça fait une coque en poule et jean, il tout ça sort. Et quelque chose qui n'est pas beaucoup quand même. Mais il y a le frais de prière qu'on dit là, c'est 5 000. Après qu'il paie tout ce qu'il faut. Après ça, l'enfant, s'il est conscient, c'est qu'au plus 3 ans, il a fini. Aujourd'hui, son secteur est accablé par plusieurs maux. Pour la plupart des temps désœuvrés, certains maîtres d'atelier se rendent entre eux visite pour discuter des nombreux facteurs qui plombent leur domaine d'activité, dont entre autres ceux-ci. Vraiment. Dans l'explication, si nous allons partir, nous allons trop faire un grand développement. Parce que nous avons une destruction totale. Aujourd'hui, les clients n'ont plus connu même la valeur des matériaux. Alors que chaque jour que Dieu nous veille, les matériaux augmentent de frais de jour en jour. Ce que nous payons, peut-être, il a au moins 1 an à 9 500, aujourd'hui c'est à 17 000. Alors, quand tu trouves un client aujourd'hui pour lui dire, faites-moi une porte de 80 sur 2010. Quand tu lui dis 40, 45 000, il te dit 25 000. Ça n'atteint même pas les frais des matériaux. Vous voyez que c'est mal. On a les choses en pagaille, mais même la vente n'existe pas, compte tenu des frais que disent les clients. Donc nous sommes tous comme ça dedans là. On a déjà appris, on ne peut pas le lâcher. Nous sommes déjà doués à ça et c'est ça notre métier. Nous pouvons le laisser. C'est ça qui fait que nous sommes dedans comme ça et on attend l'espoir. Son appel sera alors énergique et pressant. Vous savez, à partir de la cherté des matériaux, ça veut dire plusieurs fois, nous avons interpellé l'État de résoudre ce problème-là. Parce qu'avec la cherté, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons un peu. Regarde cette porte qui est là, par exemple. Cette porte-là, moi, si la personne ne paie pas au moins 45 000, je ne mets pas 5 000 francs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette cherté-là fait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Par exemple, les Chinois, ils viennent ici. Le salaire que le Chinois paie pour un ouvrier, c'est impossible. En tant que responsable et intelligent, on ne peut pas les recevoir. Et ces Chinois-là recrutent eux-mêmes
leurs propres frères pour travailler dans notre cité. Alors que le gouvernement doit interdire ça. Quand ils viennent pour prendre des marchés chez nous, ils doivent embaucher nos enfants. Parce que moi, je dis nos enfants, moi, je n'ai pas encore fini, bien sûr. Je suis encore sur le chantier, mais je ne peux pas discuter avec un enfant qui aujourd'hui veut développer. À quelques encablures de là, Mathieu Devonon, président de l'association des soudeurs d'Abomey-Calavi, confirme les déboires économiques que suit ce secteur en ce moment. Bon, na yi gudo cléon e wa ndo gami ton le edu azo singbe boulevard du azo visingbe do ite otu e no honu kwe cléon na yi bo azo de wa kanu kwe daho. Les matériaux sont devenus trop chers. Pour me référer à nos aînés, eux, ils ont profité vraiment de ce métier et aussi profité des apprentis de ce métier parce qu'ils achetaient moins cher dans le temps mais réalisaient des articles dont les coûts sont élevés et d'ailleurs acceptés. Aujourd'hui, le coût des matériaux est élevé, mais les clients veulent l'acheter moins cher. Et plus inquiétant de nos jours, les apprentis ne veulent pas se donner au travail. Or, de par le passé, les apprentis se donnaient corps et âme à leurs tâches. Les parents, aujourd'hui, viennent abandonner les enfants près de nous et ne demandent plus rien. C'est nous qui devons nous occuper de leur nourriture matin, midi, soir, nous occuper de leur habillement et de leurs soins. Et puisque les lois de la République refusent de ne plus châtier les enfants, ces apprentis ne font qu'à leur tête malgré toutes les dépenses que nous faisons pour eux. Leur problème, c'est comment voler nos matériaux de travail et surtout d'empocher les frais de prestation de services censés aller dans la caisse de l'atelier. Nous sommes obligés d'accepter tout comme ça. Donc pour le étant là et wa et ban debuna wa wena nanduye et na bo jajodoe et na fingantoe azowanu hoda yo et na jazowanu do ni no me de masi no donc anaido mo donc et vers nous mi do igbe taunu azowi wa sin côté. À l'allure où les choses vont, nous risquons de ne plus avoir une main-d'œuvre dans un futur proche, va-t-il alerter pour conclure. Les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux pour redresser cette pente. Le Burkina Faso a demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois, selon une lettre des autorités de Ouagadougou transmise à l'AFP par une source diplomatique dimanche. Dans ce courrier du ministère des Affaires étrangères burkinabé adressé aux autorités françaises et daté de mercredi, Ouagadougou dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans le pays. La rédaction de Gulf TV Africa, préoccupée par la situation, a pondu un commentaire dans lequel elle apprécie la décision. Suivez plutôt. Alliance Jacques Taès, le sort en est jeté. Le Burkina Faso, dans les règles de l'art, vient de dénoncer l'accord de défense avec la France par laquelle 400 soldats des forces spéciales françaises séjournent au Burkina Faso. Le courrier adressé au Quai d'Orsay par le ministre burkinabé des Affaires étrangères date du 18 janvier 2023. Le Burkina Faso rappelle à l'occasion à la partie française les termes de l'article 16.3 de l'accord qui stipule que, je cite, chaque partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet un mois après réception de la notification écrite. Fin de citation. Mais malgré le respect par le Burkina Faso de cette disposition relative à la dénonciation, le président français Emmanuel Macron a entamé un processus de diversion et d'intimidation séculaire à l'habitude de l'oligarchie française et de l'impérialisme occidental, disant qu'il attend encore des clarifications du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Des tergiversations inutiles en perspective. Heureusement pour son gouvernement et lui, ils se sont très rapidement rétractés. Emmanuel Macron et les siens se doivent de savoir qu'à partir du moment où la dénonciation a été notifiée à la France par courrier le 18 janvier 2023, tel que rappelé par Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France, la messe est dite. Plus rien ne peut encore justifier ni expliquer la présence militaire française sur le sol burkinabé. Dans le cas contraire, les militaires français seront considérés comme une force d'occupation et traités comme tels. Depuis
2018 que l'accord de défense entre Paris et Ouagadougou a vu le jour pour combattre le terrorisme, l'invasion terroriste au Burkina Faso aujourd'hui s'est amplifiée, décuplée. La situation s'est largement aggravée. L'armée française n'a su donc vaincre aux côtés des Burkinabés l'attaque terroriste. Conséquence, échec cuisant, patent et flagrant de la lutte antiterroriste dans le cadre de l'alliance franco-burkinabé. Conclusion, l'armée burkinabé, tout comme on pouvait s'y attendre, décide de lutter seule contre le terrorisme et nouer d'autres partenariats à cette fin. Et ce n'est là nullement, comme le disent les dirigeants français, à qui veulent les entendre, l'expression du sentiment anti-français sur le continent. Il est plutôt des soulèvements, des révoltes populaires contre la politique française en Afrique et contre l'oligarchie occidentale corrompue, sadique et cynique qui s'emploie quotidiennement et depuis plusieurs siècles à l'oppression et à la domination des Africains et au pillage systématique de leurs ressources, à servir et maintenir les Africains dans la misère absolue. C'est terminé. Les temps et les valeurs ont changé. Le souhait aujourd'hui de l'Afrique des libertés est le départ complet et total des forces françaises et de l'OTAN du continent. Qu'elles retournent dans leur pays d'origine ou aller servir en Ukraine. On ne peut d'ailleurs s'associer dans la lutte antiterroriste aux puissances qui ont agi de concert avec ces mêmes terroristes pour détruire la Libye et assassiner Kadhafi. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a pris la situation en main avec le recrutement de plusieurs milliers de jeunes burkinabés patriotes, l'armée burkinabé monte en puissance et en victoire sur le front. Avec l'armée française, c'était non seulement le statu quo, avec notamment un double jeu de la partie française. Mieux, le fait de leur dissimuler les informations stratégiques cruciales, donc ne plus les associer à la lutte, donne déjà des issues favorables et des triomphes extraordinaires sur le terrain. Conséquence, beaucoup de territoires autrefois inaccessibles à l'armée burkinabé ont été reconquis. La préoccupation aujourd'hui est transversale à tous les pays africains en proie au terrorisme. En prenant la décision de se séparer des forces françaises, le Burkina Faso s'inscrit dans la même dynamique que l'Afrique des libertés, le Mali et autres. L'Afrique des libertés, de l'intelligence et du développement résistera et gagnera. Et c'est sur ce commentaire de la rédaction de Gulf TV Africa que prend fin cette édition. Le rappel de l'essentiel l'ayant meublé, les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 26 janvier leur réunion hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises dans la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin ainsi que la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Vous avez eu les précisions avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rombedji et puis Ahmed Edjro dans le 8e arrondissement. Le calme est revenu entre les manutentionnaires exerçant dans le marché et leurs responsables. La médiation a été menée par le chef du 8e arrondissement avec l'implication des élus locaux. C'était entre autres les articulations de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Pour la suite du programme, suivez tout à l'heure à 8h30 une production de Gulf TV Africa. Et puis à 12h, l'édition de la mi-journée au cœur du Bénin et du monde avec le duo Rachidat Orou et Moshokourat Fatumbi. C'est la fin donc de cette édition. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion se joint à moi pour vous dire merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. Excellente suite de journée à chacun et à tous. Au revoir et d'ici à là, portez-vous bien.